Bruno Retailleau, le nouveau président du groupe UMP au Sénat, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous donc, pour ce rendez-vous de Public Sénat avec Dailymotion et avec l'agence France Presse représentée ce soir par Guillaume Nodin. Et bien avec lui tout à l'heure, nous parlerons de la compétition qui s'aiguise à l'UMP en vue de 2017. Et puis nous ferons plus ample connaissance avec vous à la fin de ce journal et avec Perrine Tarnaud, vos combats, votre parcours, un engagement d'ailleurs tout récent à l'UMP. On verra ça donc avec Perrine tout à l'heure. D'abord, Bruno Retailleau, les nouvelles pistes d'économie pour les allocations familiales. Il y aura une modulation partielle, c'est la piste donc qui a été retenue par les députés PS, en accord semble-t-il avec le gouvernement. Ainsi, la fin de la majoration à partir de 15 ans pour les enfants des ménages les plus aisés. Comment est-ce que vous réagissez à ce que la gauche présente comme une mesure de justice et d'équité? Moi, je ne comprends pas du tout cette obsession anti-famille de la gauche. Ça me dépasse. Dès qu'il faut des mesures, c'est sur les familles qu'on tape. On a d'abord matraqué fiscalement les familles et désormais on voudrait les étrangler. Ce que je voudrais dire, bien sûr, financièrement, ce que je voudrais dire, très simplement, c'est que le déficit de la branche famille, il est dû à une chose, c'est que cette branche famille est ponctionnée à hauteur de plus de 4 milliards d'euros pour les régimes de retraite. Première chose. Deuxième chose, s'il y a quelque chose qui fonctionne bien en France, c'est justement la politique familiale qui nous permet d'avoir une natalité, une démographie qui est dynamique. Nous plions jamais que ce qu'on appelle la croissance potentielle dépend de la démographie de demain. Et l'Allemagne d'aujourd'hui commence à l'éprouver parce qu'elle n'a pas le même taux de natalité. Et donc, on a un indicateur qui fonctionne bien en France, la natalité, et on veut y mettre fin. Je trouve que c'est extrêmement grave, c'est la fin de la politique avec une dimension universelle de la famille. On confond deux choses. On confond une politique redistributive qui est par essence la politique fiscale avec une autre politique qui est la politique familiale. Mais je peux vous assurer que sur le plan de l'emploi, sur le plan économique, ce sera catastrophique. Ah bon, mais on avait la ministre de la Santé, Marisol Touraine, à votre place, hein, ici, il y a 15 jours. Elle disait qu'elle ne voulait pas croire qu'on faisait des enfants dans notre pays pour les prestations sociales. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Elle nous disait que ça n'aurait aucune incidence sur la natalité. Bien sûr que non. Mais il s'agit à niveau de vie comparable quand vous avez deux familles qui ont l'une qui ont qu'un enfant ou l'autre qui va avoir 3 enfants, l'une qui a plusieurs enfants va contribuer par exemple au régime de répartition pour les retraites et c'est normal qu'elle va subir une baisse de niveau de vie. C'est normal que la politique familiale puisse compenser cette baisse de niveau de vie. C'est un problème d'utilité publique. Et j'ajoute politiquement que malheureusement, notre pacte républicain, c'est aussi la politique familiale. Pourquoi? Parce que c'est le Front populaire, Michel Grossior, qui invente les allocations familiales. C'est le général de Gaulle qui invente le quotient familial. Donc il y a un consensus qui se fait sur la famille. Aujourd'hui, la gauche brouille les repères, casse les consensus, divise les Français et en plus amène l'économie française dans le trou noir. Cette mesure-là est une mesure terrible sur le plan économique et sur le plan de la justice familiale. C'est une mesure anti-justice. Vraiment, est-ce qu'on peut dire qu'on assassine, on massacre la politique familiale en voulant faire 700 millions d'économies alors que le budget global d'aide à la natalité, c'est 60 milliards? Mais pourquoi vouloir faire des économies sur la famille? Pourquoi vouloir faire des économies sur un secteur qui fonctionne? Voilà, il y a tant d'autres économies et on attend du gouvernement qu'il fasse de vraies économies, notamment de politique structurelle. Il ne les fait pas. Alors, effectivement, le besoin d'économie, il est criant dans tous les secteurs. Bruno Retailleau, la droite d'ailleurs promet de faire 2 fois mieux que le gouvernement dans le bras de fer qui est déjà amorcé d'ailleurs entre Paris et Bruxelles sur le budget. Est-ce que vous donnerez donc raison à Bruxelles? Non, moi d'abord je suis français, mais ce que je veux simplement dire au gouvernement, c'est que pour tenir son rang à Bruxelles, il faut tenir ses comptes en France. C'est une règle toute simple. Paris affiche sa confiance face à Bruxelles. Le gouvernement a tort. Il a tort. Le problème, c'est que le gouvernement a déjà pris des engagements. François Hollande, souvenez-vous, a pris plusieurs engagements, d'abord 2013, ensuite 2015, pour ramener les déficits à 3%. Et extraordinaire, c'est la première fois depuis la crise des années 2008-2009, le déficit en France, cette année, sera supérieur au déficit 2013. C'est catastrophique pour la crédibilité française. Donc, je ne donne ni tort à Bruxelles, mais je ne donne pas raison au gouvernement français quand on prend des engagements. On les tient pas pour Bruxelles.
On les tient pour remettre en ordre les comptes français. Parce que si on ne les remet pas en ordre, on va dépendre de plus en plus d'investisseurs, notamment étrangers, qui détiennent notre dette. Et on va fragiliser la France. Justement, François Fillon, qui a votre soutien, a évoqué récemment le risque d'un accident financier majeur pour notre pays. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il veut parler des taux d'intérêt. Heureusement, Ils sont très bas, là, aujourd'hui. M. Draghi mène une politique qui est extrêmement mobile, extrêmement réactive, à la tête de la Banque Centrale Européenne, et les taux sont très bas. Pourquoi les taux sont bas? Parce qu'il y a cette politique européenne, mais aussi parce qu'il y a une déprime. Et quand il y a peu de croissance, en règle générale, les taux sont bas. Simplement, ce que voulait dire François Fillon, c'est que si jamais, demain, les taux augmentait d'un point, ça se répercuterait sur la première année de 2 milliards, 4 milliards. On entrerait dans une spirale grecque et ce serait très difficile à maîtriser. Heureusement, nous n'en sommes pas là, heureusement, mais le moment de la catastrophe approche si le gouvernement français continue de trahir ses engagements. Est-ce qu'en même temps, vous reconnaissez qu'il faut savoir ne pas aller trop loin en matière d'économie? Parce que certains économistes nous disent qu'on pourrait s'enfoncer un peu plus dans la récession. Écoutez, sur ce débat, je pense qu'il faut avoir les idées claires. Ce que fait aujourd'hui le gouvernement, c'est des coups de rabot. C'est une politique à la petite semaine. Il n'y a aucune vision d'ensemble. Il n'y a pas de politique structurelle. Aujourd'hui, il faut changer de cadre. Par exemple, on sait parfaitement que pour faire des économies, il faudra toucher à la masse salariale de l'État. Pour avoir moins de fonctionnaires, il faudra pouvoir les payer sans doute mieux, mais ne pas les remplacer tous pour le départ à la retraite. Et pour le faire, il faudra casser, je suis désolé, la politique des 35 heures, y compris dans la fonction publique. Alors, vous ne mentionnez pas les collectivités locales? Si, alors, bien sûr. parce qu'elles se font encore épingler aujourd'hui par la Cour des comptes, avec des dépenses de fonctionnement qui ne cessent d'augmenter. Alors, les collectivités locales doivent aussi être associées à l'effort d'économie générale. C'est ce qui se passe avec la baisse des dotations. Ça ne me choque pas. C'est ce qui se passe avec la baisse des dotations. Attendez, simplement, on en a marre que l'État, au moment même où il nous demande de faire des économies, se défausse sur nous. Je prends un exemple, les rythmes scolaires. C'est Paris qui décide et c'est les collectivités en bas qui payent. Et cet exemple-là, je peux le multiplier par 10, Michel Grossior. Donc moi je dis chiche pour des économies, mais alors que l'État arrête de nous transférer des charges, des nouvelles dépenses. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que... Vous parlez des effectifs de fonctionnaires, mais les collectivités locales n'ont cessé d'embaucher. C'est ce que dénonce la Cour des comptes. Bien sûr, et notamment sur le blog... intercommunalité et commune. Donc je pense qu'il y a des efforts à faire. Je pense que il y a certaines collectivités où les fonctionnaires sont en dessous de 35 heures. Ça n'est pas normal. Je pense que cette politique 35 heures, il faudra la revoir. Ce que je veux dire quand même pour les collectivités, c'est que les collectivités n'ont pas la même dette que l'État. Pourquoi? Parce que nous avons la règle d'or. Nous avons, nous, une interdiction, écoutez-moi bien, d'emprunter pour financer des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que notre dette, c'est de la bonne dette. C'est celle qui finance de l'investissement. Si demain, avec la baisse des dotations, il n'y a plus d'investissement des collectivités, en France, il n'y aura plus du tout d'investissement public. Ce sera moins d'emplois, ce sera plus de chômage, c'est clair. Alors, autre question, faut-il réformer l'assurance chômage? Des indemnités moins généreuses, moins longtemps. Est-ce que, par exemple, pour parler franchement plus clairement, vous êtes sur la ligne Valls-Macron? Non, parce que c'est quoi la ligne Valls-Macron? C'est une ligne, on déclare, plaider pour une réforme de l'assurance chômage. Mais ils ont le pouvoir. Ils sont au gouvernement. Ouais, on n'attend pas d'eux qu'ils s'expriment, qu'ils fassent des déclarations. On attend d'eux des actes, qu'ils agissent. Bien sûr, moi je pense qu'il y a une forme de préférence française pour le chômage de masse. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un double paradoxe qui est insupportable. D'un côté, il y a des gens qui ne trouvent pas d'emploi et ils veulent travailler. Qu'on ne nous fasse pas croire que ce sont tous des assistés, c'est faux. Il y a des brebis galeuses. Il faut le voir, il faut les sanctionner. Bien. Et de l'autre côté, le paradoxe, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'emplois, je sais dans mon département, qui n'arrivent pas à trouver des chômeurs, enfin des gens parce qu'ils ne sont pas suffisamment qualifiés, etc. Donc je pense qu'il faudra sans doute revoir les modalités d'indemnisation, les modalités d'accès, etc. Surtout, il faut transformer les dépenses passives d'indemnisation
en dépenses actives et notamment pour former justement les chômeurs parce que... Bon, on sait que là, en matière de formation, il y a déjà une enveloppe qui est mal utilisée. Il y a plus de 20 milliards et c'est ceux qui sont les mieux formés qui en bénéficient. Comment est-ce que vous observez ce débat à droite entre le chef de l'État qui dit réformer oui, mais peut-être plus tard pour certaines mesures comme l'assurance chômage, c'est le zigzag. Si vous voulez, pourquoi est-ce qu'il y a des couacs permanents? Avant, M. Montebourg, c'était un couac par mois. M. Macron, c'est un couac par semaine. Quant à Mme Royal, à chacune de ses phrases, pratiquement, ça devient des couacs. On parlera sans doute de l'écotaxe. Tout simplement parce qu'on a un chef de l'État qui est sans boussole, qui n'a pas de cap, qui louvoie en permanence. Donc ces ministres sont perdus. C'est vrai qu'il n'y a pas de clarification depuis le dernier remaniement, le départ de M. Montebourg notamment. Non, il y a cette politique de l'offre, mais elle est pour l'instant en parole et on attend les actes. Et ces multi-couacs, c'est tout simplement parce qu'il y a des zigzags, il y a un louvoiement et je pense que les ministres sont souvent perdus. Et l'abandon de l'écotaxe, justement, c'est un couac aussi, selon vous? L'abandon des cantines. Vous vous rendez compte que ça va coûter entre 1 et 2 milliards aux Français. J'espère que ce ne sera pas les ménages qui vont payer, puisqu'on a 2 centimes de plus pour le gazole, qui vont s'ajouter à la taxe carbone, qui était une taxe de 2 centimes aussi. Mais c'est pour nos finances publiques. On parle de société d'autoroute, mais manifestement, c'est compliqué. Elle a été recadrée. Bien sûr. Ségolène Royal, notamment, elle a été recadrée par le Premier ministre sur la gratuité des autoroutes le week-end. Vous regardez, c'était une idée évidemment qui avait tout pour plaire. Faut-il en rire, en sourire ou en pleurer? Un mot sur un texte qui fait consensus maintenant, Bruno Retailleau. Il va bientôt arriver d'ailleurs au Sénat, vous allez devoir vous prononcer. Ce sont les mesures contre l'embrigadement et le départ des djihadistes français. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans ces mesures présentées par le ministre de l'Intérieur et aller vers une justice d'exception, comme l'a demandé par exemple Xavier Bertrand, qui pense aux djihadistes qui sont de retour et qui évidemment sont tous lourds de danger? Moi, en tout cas, je pense qu'il faut la plus grande fermeté, mais il doit y avoir toujours un équilibre entre les libertés publiques, et vous savez que le Sénat est très attaché à la promotion des libertés publiques, mais en même temps, il faut des dispositifs qui soient efficaces. Simplement, ce n'est pas avec ce texte qu'on va résoudre le problème. Il y a un problème qui est posé d'intégration et même d'assimilation pour ces générations à la culture française. Alors comment est-ce que vous comprenez, est-ce que vous analysez cette séduction effectivement chez certains? D'ailleurs, il y a beaucoup de convertis, on le voit, parmi eux, pour un engagement islamique si loin des valeurs. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Vous savez, j'étais un des tout premiers parlementaires à me rendre en Irak, à Erbil. C'était au mois d'août et j'ai recueilli un certain nombre de témoignages qui étaient poignants de chrétiens, de yazidis. Quand on pense que l'État islamique vend comme esclaves pour $250 au marché de Mossoul des jeunes femmes, quand on pense aux exactions, crucifixions, décapitations, éventration de femmes enceintes, mais comment peut-on en France avoir une génération qui soit obnubilée par cette violence, par cette barbarie? Alors, on se pose la question, mais il n'y en a pas de compréhension du phénomène. Certains évoquent, des experts ou même des spécialistes de l'ONU, et mettent en cause un problème, une conséquence de l'exclusion sociale. Non, écoutez, ce n'est pas un problème d'exclusion sociale. Il y a heureusement des gens qui sont en difficulté et qui n'adoptent pas des thèmes aussi radicaux. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a le problème de la politique de migration Schengen au niveau européen. En France, une politique d'assimilation à faire, un problème, une réforme du droit d'asile. Assimilation, c'est un terme souvent controversé. Bien sûr, peu utilisé, on préfère intégration. Pourquoi intégration? Parce que l'intégration, ça débouche souvent sur le communautarisme. Eh bien, je pense qu'il faut faire aimer à ces jeunes la République française, la notion d'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes sont égales aux hommes. On ne peut pas transiger là-dessus. On ne peut pas faire cohabiter une culture qui serait intégrée mais qui conserverait cette norme-là. C'est pas possible. La fraternité aussi, c'est important. La liberté. Voilà, je pense que l'assimilation de ces valeurs, elle est fondamentale. C'est la conception même de la République. Et comment vous y parvenez? Parce que là... Je voudrais simplement dire que la République française, c'est quoi? Ça n'est pas la couleur de peau, ça n'est pas la confession, ça n'est pas l'origine sociale. C'est simplement d'aimer la France et simplement de se retrouver dans ces valeurs-là. Si on ne s'y retrouve pas, je suis désolé, il y a un problème. Et qu'est-ce qu'on fait?
eh bien, il faut avoir une politique migratoire, il faut avoir des quotas, il faut avoir une réforme profonde du droit d'asile, il faut reprendre tout à zéro. Il faut aussi une école qui fasse aimer l'histoire française, notre histoire. Il faut en même temps promouvoir ces valeurs qui sont de belles valeurs, qui ne sont pas des valeurs du passé, mais qui sont les valeurs de notre avenir, pour nous et pour nos enfants. Guillaume Dodin de l'AFP va donc nous rejoindre maintenant pour évoquer la compétition à l'UMP, pour la présidence du parti, bien sûr, et puis en vue de la primaire de 2016. D'abord, on va voir comment Alain Juppé crée désormais la surprise, sondage après sondage. Samia Dechir. C'est un peu sa revanche. Alain Juppé, l'homme qu'on disait fini en 2004, fait aujourd'hui figure de favori pour la primaire UMP. Les derniers sondages lui donnent 12 points d'avance sur Nicolas Sarkozy. Une course qui se joue pour l'instant moins sur les programmes que sur la personnalité. Et sur ce point, Alain Juppé a su changer son image d'homme austère. Il est aujourd'hui dans une situation dans laquelle il ne s'est jamais trouvé dans sa vie politique, en tout cas dans sa vie politique nationale. Il roule pour lui. Pour la première fois, il peut être lui-même et je pense que ça le libère. Et c'est pour ça qu'il est à la fois clair, plus drôle probablement et plus naturel en tout cas. Mais c'est aussi et surtout le style Juppé qui séduit face à un Nicolas Sarkozy jugé hyperactif, bling-bling et surtout trop clivant. Alain Juppé donne le sentiment d'être calme, d'être posé, d'avoir la stature d'homme d'État et de donner le sentiment également, face à une France qui a le sentiment d'être relativement divisée, de pouvoir rassembler assez fortement la société française. Rassembler et surtout élargir au centre, c'est l'autre clé du succès Juppé, quand Nicolas Sarkozy séduit davantage le noyau dur de l'UMP. Avec Alain Juppé, on partage certains engagements, notamment sur les questions écologiques, depuis longtemps d'ailleurs, et de fait, sur ce sujet-là, on est absolument en phase. Après, je n'ai pas à juger au sein de l'UMP qui sera privilégié par les uns ou par les autres. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a un vrai partage d'idées et de valeurs sur les questions écologiques et sur notre vision d'avenir de la société. Si la montée en puissance d'Alain Juppé fait de l'ombre à Nicolas Sarkozy, c'est aussi l'autre candidat, François Fillon, qu'elle pénalise. Avant qu'Alain Juppé monte en puissance, le duel annoncé c'était Sarkozy-Fillon. Maintenant qu'il y a eu cette montée en puissance, le duel annoncé c'est Sarkozy-Juppé. Alors ces choses-là peuvent encore bouger, mais la vraie difficulté pour François Fillon, à mon avis, c'est que François Fillon a pris un positionnement très en pointe de thatchérisme à la française. Ce positionnement est minoritaire à l'intérieur même de la droite. Mais François Fillon peut compter sur le soutien d'une centaine de parlementaires et Nicolas Sarkozy a toujours la confiance des militants. Mieux que personne, Alain Juppé sait que les sondages peuvent s'inverser d'ici 2016. Voilà, Guillaume Dodin est avec nous. Bonsoir Guillaume, notre confrère de l'AFP. Vos questions à Bruno Retailleau. Bonsoir Monsieur Retailleau. On vient de le voir dans le précédent sujet. Donc il y a un certain nombre de sondages qui commencent à pencher en faveur d'Alain Juppé, à montrer une progression de sa part. Est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, que voilà, il progresse, qu'il commence à être la personnalité numéro 1 à droite ? Personnalité numéro 1, je ne sais pas, mais il y a une progression, c'est clair. Maintenant, les sondages, est-ce que vous vous souvenez à quel niveau était François Hollande au début de l'année 2011 ? À moins de 5%, à 2%. Donc, si vous voulez, ça relativise les sondages, d'autant plus qu'il y a deux compétitions. La première compétition, c'est la compétition pour la présidence de l'UMP. Alain Juppé ou François Fillon n'en sont pas. Nicolas Sarkozy en est. Puis ensuite, il y aura l'autre compétition, moi j'y suis attaché, les primaires, qui devront départager le candidat de droite et du centre pour l'élection présidentielle de 2017. Alors il y a un élément sur lequel peut-être vous avez une analyse, c'est le retour de Nicolas Sarkozy. Brice Hortefeux a parlé d'un retour réussi, d'autres le voient peut-être un peu plus raté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, bon, encore une fois, c'est une compétition pour la tête d'un parti. Je ne l'imaginais pas, moi, dans cette trajectoire-là. Je l'imaginais plutôt sur la trajectoire des primaires. C'est compliqué pour un ancien président de la République. C'est pas ce que je dis. Guénaud dit effectivement que c'est compliqué, etc. Et effectivement, moi, je pense qu'il aurait pu s'en passer. Il a choisi de le faire. Il est parfaitement légitime et il a tous ses atouts pour, bien sûr, conquérir la présidence du parti. Voilà. Mais c'est pas forcément un retour réussi, en tout cas. Mais en tout cas, il est évident que lorsque on est sur l'Aventin, lorsqu'on a décidé de se retirer et qu'on plonge pour plonger en plus dans une compétition qui oppose des hommes donc pour la bataille, pour la conquête d'un parti, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une évidence. Voilà. D'aucuns disent qu'en dessous de 75-80% à la présidence de l'UMP, ça sera déjà
Ça sera déjà franchement interprété comme un mauvais résultat. Oh, les interprétations, moi je m'en fiche. Non, je ne sais pas quel est le seuil. Je ne sais pas si c'est 70, 72, 69, 68, bon, peu importe. C'est de cet ordre-là, en tout cas. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clair que, en tout cas, ce qui est positif pour l'UMP, c'est qu'il y a une vraie compétition. Une compétition d'abord pour la présidence du parti et une compétition aussi pour la primaire. Entre nous, c'est quand même positif qu'une grande famille politique comme la nôtre puisse aligner deux anciens premiers ministres, des hommes d'État, Nicolas Sarkozy, sans doute ancien président de la République. Enfin, je veux dire que, voilà, abondance de biens ne nuit pas, au contraire. Mais vous rêvez finalement d'un destin pour François Fillon comme celui qu'a connu François Hollande, ce monsieur 5%. Il a disparu des écrans radars, François Fillon, aujourd'hui, mais vous pensez qu'il reviendra très fort jusqu'à être le numéro 1 ? Ce que je dis, c'est que les jeux sont toujours ouverts. Moi, je suis un homme de fidélité, j'ai une proximité à la fois affective, géographique, intellectuelle aussi, avec ce que représente François Fillon, et le jeu est très très ouvert. Très franchement, encore une fois, il y a une échéance qui est le mois de décembre pour le parti, et puis ensuite il y aura d'autres échéances pour les présidentielles et donc les primaires. Donc vous avez été, dans votre histoire politique, proche de Philippe de Villiers. Oui, c'est vrai. François Fillon, maintenant, essaye d'incarner une certaine forme de thatchérisme à la française. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ces deux lignes qui sont assez compatibles, ce thatchérisme d'un côté, et ce que vous avez pu représenter à un moment, un certain villiérisme? Non. D'ailleurs, je récuse le mot de thatchérisme. Je pense que quand on vit en France, aujourd'hui, la France est au bord du gouffre. Quand on vit dans un pays où vous avez 57% de la dépense publique vis-à-vis du PIB, de la richesse, vous êtes nécessairement pour plus d'audace, pour l'esprit d'entreprise. Vous êtes pour plus de liberté. Vous êtes pour desserrer tous les carcans. Et il se positionne de façon claire et nette. Parce que je pense, encore une fois, on parlait tout à l'heure du gouvernement, on parlait du budget. Je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir du cadre. Les Américains ont une expression, ils disent « out of the box ». Mais si on reste dans le cadre, on est mort. Et l'intérêt de François Fillon, c'est qu'il a creusé son sillon, il creuse son sillon. Il a des propositions qui donnent le là, d'ailleurs. Les propositions qu'il a annoncées en matière d'économie, en matière budgétaire, sont souvent des propositions qui sont ensuite reprises par d'autres challengers. Donc, ils reprennent tous à peu près les mêmes idées, d'ailleurs. Oui. C'est ce qu'on peut effectivement constater. Il y a une forme de convergence. Mais justement, il y a une forme La de convergence. personnalité. Il y a la personnalité qui est importante. Vous savez que dans la tradition un peu gaulienne, dans la tradition de la Ve République, la présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple. Et donc, bien entendu, que la personnalité, c'est quelque chose qui compte aussi. Mais pour moi, qui ai toujours considéré que la politique, c'était d'abord des idées, des convictions. Voilà, le projet sera fondamental pour la France. Et est-ce que, à l'aune de cette rentrée politique, on n'a pas l'impression que c'est plutôt François Fillon et Nicolas Sarkozy Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qui vont à la rencontre du peuple, alors que François Fillon est peut-être un peu écarté de ce duel au sommet? Non, parce que, encore une fois, 3 ans, c'est très très long, et qu'on est d'abord sur une compétition pour le parti, et ensuite il y aura les primaires. Donc les jeux, vous verrez, les jeux sont très très ouverts, c'est la raison pour laquelle je rappelais les petits scores dans les sondages de François Hollande, 1 an et demi avant Bon, donc il n'y a pas de élection. déprime chez les fillonistes? Non, mais non, pas du tout, parce que j'ai l'air déprimé. Non, mais c'est le combat. Je vais vous dire, c'est pas une question d'écurie. Je veux dire, la France va mal. Moi, j'aime la France, j'aime mon pays, et je veux qu'il se porte mieux, pas seulement pour moi, mais pour nos enfants, pour les futures générations. Et ça sera un choix qui sera important. Je pense que si on loupe les élections de 2017, le contrôle de la situation nous échappera. Allez, vous nous dites 2017, vous pensez que le pouvoir sera ramassé en 2017? Ah, moi, je pense que si ça continue... Écoutez, alors là, vraiment, franchement, j'espère que le suffrage universel pourra mettre la gauche à l'écart. Aujourd'hui, on va dans le mur. Tout le monde le dit, tout le monde le sent. Les Français d'abord, qui souffrent. Au premier ou au deuxième tour? Je ne comprends pas bien votre réponse. Non, ce que je veux dire, c'est que j'espère bien qu'il y aura une alternance en 2017. Où va François Hollande? Vous pouvez le dire? Est-ce qu'il lui-même peut le dire? Est-ce qu'il peut le dire? Est-ce que ses ministres peuvent le dire? C'est pour ça qu'il y a des zigzags et des couacs, je le disais tout à l'heure. Donc non, moi ce que j'espère, c'est qu'on aura une ligne qui sera une ligne en rupture avec ce qui s'est fait de la politique nationale depuis ces dernières années. Et la rupture, c'est peut-être aussi, vous parliez justement des formes de personnalité, de comportement. Lionel Tardy disait aujourd'hui, il me semble, qu'on ne pouvait pas forcément... Un député UMP. Un député UMP, filloniste aussi, pardon. Qu'on ne peut pas forcément à la fois faire des faire des conférences rémunérées, comme le fait par exemple aujourd'hui, je crois, Nicolas Sarkozy à Séoul.
rôle et essayer de s'engager au service de la France. Non, mais attendez, ne ramenons pas le débat à un problème de rémunération de conférence. C'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est la France. Ça illustre peut-être une représentation que se font les Français de Nicolas Sarkozy, de quelqu'un voilà, qui... Oh, franchement, c'est pas sur ce sujet-là que les Français feront leur choix. Le choix, ça sera de redresser la France. Ce sera le rebond national. C'est encore temps, ce sera très tard. Il y aura des choix qui seront importants à faire sur tous les sujets qu'on a évoqués, sur l'indemnisation chômage, sur les 35 heures, sur beaucoup d'autres sujets, sur l'école par exemple. Et ce sont ces choix qui devront décider du gagnant et du perdant, d'abord aux primaires, puis ensuite à l'élection présidentielle. Alors l'élection présidentielle, on peut dire un mot sur le premier tour avec la présence de Marine Le Pen quand même. Bien sûr, c'est pour ça que je suis pour les primaires. Les primaires, qui ne sont d'ailleurs plus contestées, si ça a été le cas, ça n'est plus maintenant le cas désormais. Les primaires, c'est quand même le ticket pour celui qui les gagnera au deuxième tour. Parce qu'avec ce que l'on connaît désormais des scores du Front National, s'il n'y a pas de primaire, ce sera un encouragement à une pluralité de candidatures à droite et au centre pour le premier tour. Et alors, on est sûr d'avoir non seulement Marine Le Pen au deuxième tour, mais peut-être aussi le candidat de gauche, si la droite se présente de façon fractionnée et éparpillée. Vous, en tant que président du groupe UMP, vous allez rester neutre, vous avez dit, pour quel scrutin? Pour celui de la présidence de l'UMP, justement ou J'ai pris un engagement. Vous savez, on est au Sénat. Je crois que la force du Sénat, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie, aussi bien vis-à-vis de l'exécutif, comme ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, que vis-à-vis de notre famille. Il n'est pas question, et je l'ai dit, que le groupe UMP au Sénat se transforme en succursale, soit une courroie de transmission. Ah oui, il y avait des tentations chez certains. Il doit y avoir effectivement une coopération. Elle sera sans ambiguïté, elle sera franche, active, mais je suivrai la ligne de l'indépendance. Et pour la suivre, je serai le garant de l'unité. Et pour être le garant, je me suis engagé justement à cette neutralité dans le premier temps de l'élection du président. Ce qui n'exclut pas qu'ensuite vous puissiez exprimer une préférence pour la primaire. Oui, mais je ferai très attention. Je ferai très attention. Les gens me connaissent, ils savent mes fidélités. Je ferai très attention à ne pas tirailler le groupe. Encore une fois, si on veut avoir un Sénat qui se redresse, il faut que le premier groupe politique puisse être uni pour être fort. C'est la condition du redressement aussi du bicamérisme. Bon, il y a une question qui divise dans le groupe politique, c'est la question du mariage pour tous. Alors peut-être pas dans le groupe, mais en tout cas à l'UMP. Certains sont pour un débat, Nicolas Sarkozy, d'autres sont pour l'abrogation, par exemple Laurent Wauquiez. François Fillon, si je ne me trompe pas, comme Alain Juppé, n'envisage pas de l'abroger. C'est une réécriture, ils sont prononcés pour une réécriture. Alors, voilà. Ça, c'est de la sémantique. Pour réécrire, il faut abroger. Moi, je suis favorable à l'abrogation. Voilà, donc j'ai porté au Sénat la motion référendaire. On pourrait d'ailleurs soumettre aux Français, par référendum, un choix. Voilà, je crois qu'il faut avoir un immense respect pour les êtres qui souhaitent consacrer leur amour. On peut le faire avec une union civile. On a différentes formules pour le faire juridiquement. En revanche, le problème de la filiation, le problème de l'adoption débouche tôt ou tard. On le voit aujourd'hui sur la PMA et sur la GPA. Il n'en est pas question. Le groupe est... C'est ce que dit le gouvernement, il n'en est pas question. Ah bah attendez, il y a une hypocrisie sans nom. Le gouvernement ne fait pas appel de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. 2, le gouvernement, il y a encore quelques semaines, à 300 mètres de l'Assemblée, ça fait la 3e fois en 1 an et demi, une société américaine était en train de vendre des services pour louer le ventre de femmes sans doute nécessiteuses à des couples français. C'est interdit, c'est inacceptable parce que c'est la marchandisation du corps, c'est inacceptable juridiquement parce que c'est interdit. Pourquoi, Madame Taubira, pourquoi le parquet ne poursuit pas ces sociétés? Donc on est oui, mais vraiment... il faut bien trouver un avenir à ces enfants qui naissent. Pourquoi, par exemple, Michel Grossian, pourquoi des sociétés américaines, c'est la 3e fois en peu de temps, violent la loi en France, proposent ils ont des arrêté, livres je crois. avec... Non, c'est faux. Ils proposent comme des bestiaux, en présentant des femmes, vous choisissez blonde, brune, etc. Mais exactement comme des bestiaux. Est-ce que ça ne vous révolte pas? Eh bien moi, ça me révolte. Et sur mon pays, j'entends que la loi soit respectée. Justement, la question que je vous posais, c'est on ne comprend pas forcément quelle va être la position de l'UMP en 2017, si jamais elle arrive au pouvoir, sur ce sujet. Ah ben nous, on est très clair. Moi, je souhaite qu'il y ait une abrogation, qu'il y ait un référendum et qu'il y ait le que choix. deviennent les couples de même sexe qui se sont... On ne peut pas démarier. C'est sûr que ils resteront une exception. Ça ne sera pas rétroactif. Bien sûr, ça ne sera pas rétroactif. Le problème, si vous voulez, c'est exactement... Vous savez, souvenez-vous, avec le Pax, Elisabeth Guigou disait, il y a le Pax
taxe, il n'y aura pas le mariage. Ensuite, Mme Taubira, il y a le mariage, mais il n'y aura pas la GPA, il n'y aura pas la PMA. Ouais. Et le problème, c'est qu'au nom de l'égalité, conçu comme un strict égalitarisme, on voit bien que ce qu'ont les couples de femmes, les couples des hommes, le veulent. Et ça nous entraîne très loin. Alors, il faut mettre des limites, c'est tout. Voilà, je reviens d'un mot sur les enfants, puisque sur Public Sénat, Jacques Toubon, le nouveau défenseur des droits, a expliqué qu'il fallait effectivement offrir un cadre, un statut aux enfants, même nés illégalement hors de France. Leur donner des papiers, une reconnaissance. Il y a un cadre juridique. Par l'état civil. Oui, mais il y a un cadre juridique. Ceux qui prétendent qu'aujourd'hui, ces enfants sont en dehors du droit se trompent. Il y a un cadre. Maintenant, alors on leur donne des papiers, donc on les reconnaît. L'État les reconnaît. Non, et à 18 ans, ils choisiront d'être. Il n'y a pas de souci. Ces personnes-là, ces jeunes enfants, ne sont pas en dehors du droit. En revanche, admettre et régulariser, si j'ose dire, une infraction à la loi, un détournement de ce qu'on appelle de l'ordre public, moi je n'y suis pas favorable. D'accord. Pour être clair, il y a une ligne, on s'y tient, voilà, après on peut être d'accord, on peut discuter. Êtes pour l'abrogation, on l'a compris, on reviendra d'ailleurs avec Perrine sur certaines de vos convictions qui vous motivent dans ce débat. Vous êtes d'accord, Bruno Retailleau? Merci Guillaume, puisqu'on va parler un peu plus de vous maintenant, et également de ce que vous comptez faire et ce que vous proposez comme réforme pour le Sénat. Juste après ce portrait, donc, que dresse Sandra Cerquera. On le dit très attaché à sa terre vendéenne. Sur les 5 hectares qui entourent sa maison, Bruno Retailleau élève une véritable petite basse-cour. C'est un élu des territoires, une carte sur laquelle il a joué pour prendre la tête de l'UMP au Sénat. Alors qu'il n'est encarté que depuis 2 ans, un tour de force pour cet inconnu du grand public. Son objectif, redorer l'image d'un Sénat mis à mal, être filloniste, a aussi dû jouer en sa faveur. Il y avait une véritable volonté de nos collègues de conserver l'indépendance du groupe au Sénat. Et c'est vrai que la candidature de Roger Carucci a peut-être pu apparaître comme étant trop liée à l'élection interne à la tête de l'UMP. Je pense que ça a joué. Mais la volonté de renouvellement a certainement été le critère prépondérant. Jusque-là, Bruno Retailleau a effectué sa carrière au MPF, le Mouvement pour la France, et dans l'ombre de Philippe de Villiers, qui en a fait son bras droit au Conseil général de Vendée. Un passé villiériste qui lui colle à la peau, même si en 2009, c'est la rupture avec son mentor. Philippe de Villiers refuse que Bruno Retailleau intègre le gouvernement Fillon. C'était pour lui quand même une histoire d'honneur au moment où le discours devenait trop extrémiste. Bruno Retailleau, qui a voulu garder cette ligne de conduite et cette objectivité, a compris qu'il fallait aussi qu'il puisse, jouer sa propre mélodie. S'émanciper pour continuer à compter en politique. Même chez les socialistes, Bruno Retailleau a le vent en poupe. Certains lui prédisent même un destin national. À l'intérieur de ma commission pendant 3 ans, je trouve quelqu'un d'ouvert et de compétent et de travailleur. Avec ça, vous avez un bon profil. Le message qui lui a été envoyé par le groupe UMP est une reconnaissance de ses compétences. Anti-mariage pour tous, les positions dites conservatrices du sénateur de Vendée dérangent. Pour Esther Benbassa, la droite se radicalise au Sénat avec l'élection de Bruno Retailleau. Des prises de position de plus en plus à droite qui vont un petit peu dans le sens de plaire à la droite de Marine Le Pen, d'aller dans ce sens plutôt que dans un sens d'ouverture et de compréhension. Ça m'inquiète. Oui. Mais loin des sujets polémiques, Bruno Retailleau a choisi pour commencer de s'attaquer à la fraude fiscale des parlementaires, un sujet plutôt consensuel. Voilà, alors tous vos adversaires, socialistes ou écologistes, ne portent pas forcément le même regard sur vous. On le voit dans ce sujet, Bruno Retailleau. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel. Vos questions à notre invité. Bonsoir Bruno Retailleau. Vous allez peut-être tenter d'essayer de rassurer Esther Benbassa, avec qui parfois vous avez des échanges je ne vais pas un peu tenter, vifs. je n'y arriverai pas. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Mais c'est vrai. Alors, déjà sur le nouvel organigramme du Sénat, il y a une élection qui a été contestée, c'est celle du sénateur UMP Alain Milon à la tête de la commission des affaires sociales. Alain Milon qui avait pris position dans un rapport pour un encadrement de la GPA en France. Est-ce que vous êtes de ceux qui contestent ces positions ?
Non, mais... Est-ce qu'il a toute sa place à la tête de la commission des affaires sociales du Sénat? Bien sûr, c'est un très bon spécialiste, notamment des questions sociales. Il a montré, d'ailleurs, il n'y a eu qu'un seul candidat. Hein, il n'a pas été élu contre quelqu'un d'autre. Hein, c'était une des commissions où il y avait un seul candidat. Hein. Donc il n'y a pas eu d'élection, parce que ses collègues lui ont fait confiance. Voilà, simplement, Alain Milon, sur un certain nombre de questions, peut avoir des positions personnelles, mais il y aura la position du groupe, qui très majoritairement, au moment du mariage pour tous, à 97-18%, a été clair et n'a pas souhaité voter le mariage pour tous. C'est tout. Je pense que là aussi, ça ne correspond pas peut-être à ce qu'on attend de nous en termes de fermeture, etc., de ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais il y a des positions qui peuvent être parfois individuelles, chacun a sa liberté de conscience, chacun a son parcours personnel que je respecte beaucoup. En revanche, dès lors qu'il faut trancher, il y a une cohérence, il y a une ligne du groupe, et puis voilà, c'est tout, il n'y a aucun sujet. J'ai vu que ça a été une question débattue, mais il n'y a pas de signal, si j'ose dire, avec Alain Milon, qui est donc un expert spécialiste des questions sociales par ailleurs. Il est médecin et il connaît son sujet. Alors c'est vrai que sur toutes ces questions-là, GPA, PMA, les familles, homosexuelles ou non, tout le monde se pose des questions, y compris l'Église. J'imagine que vous suivez un peu ce qui se passe à Rome autour du pape François, le synode sur la famille. Le compte-rendu du rapport d'étape montre une évolution de la part de l'Église qui insiste notamment en matière de GPA sur le droit des petits, droit qui prime sur celui des adultes. La réflexion de l'Église évolue, est-ce que ça va dans le bon sens selon vous? Oui, moi, vous savez, je ne suis pas théologien, donc je ne suis pas évêque, si ça peut vous rassurer. Ouais, non, donc ne me demandez pas de position sur des sujets théologiques. Non, maintenant, moi je trouve que qui vous intéresse. Moi, je trouve que les positions du pape François vont dans le bon sens. Je pense que la préférence, notamment pour les fragiles, pour les pauvres, pour ceux qui sont blessés de la vie, qu'avait aussi exprimé à l'époque Jean-Paul II, c'est important. Le fait qu'il puisse faire avancer des positions, moi donc il ne va pas trop loin dans ses réformes sociétales. Non, je trouve que c'est plutôt positif. Il convoque un synode, on en parle, ce sera tranché. Moi, je trouve qu'au contraire, je trouve que c'est une façon plutôt moderne et généreuse de conduire. Le fait d'ouvrir les portes de l'Église aux homosexuels, aux divorcés, c'est des questions qui divisent au sein de l'Église. Oui, mais moi franchement, ça ne me choque pas. Encore une fois, lorsqu'on est amené, je pense qu'il y a deux choses. Je crois qu'il faut respecter infiniment chaque être humain, quel que soit son choix, quelle que soit son inclinaison. Voilà, il n'y a aucun sujet de ce point de vue-là. Après, quand on est responsable public comme moi, on fait des choix. Et le mariage pour tous, pour moi, ça a posé cette question de la filiation, de l'adoption, qui devait tôt ou tard déboucher sur la GPA, la PMA. Voilà, c'est tout. Après, chacun, justement, exprime ses convictions. Mais moi, je trouve que ce que souhaitent les Français, ce ne sont pas des hommes politiques hors sol, sans conviction. C'est qu'on ait l'intelligence d'affirmer des convictions, tout en respectant toujours les adversaires, les personnes. C'est toujours été mon cas. Voilà, on peut avoir une sorte de fermeté dans la conviction et une forme d'ouverture. Vous pensez que Mme Benbassa manque de respect envers vous quand on l'entend tenir ses propos? Non, écoutez, non, je veux pas... Michel vous ramène à vos relations avec Esther Benbassa. Je ne sais pas, je ne les connais pas bien. Non, mais écoutez, moi je suis ouvert, voilà. Voilà, franchement, je ne m'amuse pas à ce genre de choses. Oui. Je pense que c'est le degré zéro de la politique, donc je préfère débattre sur des arguments plutôt que de condamner tel ou tel en fonction de ses positions. Je crois qu'on est dans une démocratie. Ce qui est important, c'est que chacun puisse argumenter. Est-ce que ici au Sénat, dans tous les débats qu'on a pu avoir, on a pu me faire le reproche de ne pas argumenter mes positions? Je ne pense pas que je passe pour quelqu'un qui ne sache pas argumenter ses positions. Alors maintenant, vous allez argumenter sur ce que vous voulez faire à la tête du groupe UMP ici au Sénat. Vous entendez incarner avec d'autres le renouveau, le nouveau Sénat. Alors c'est vrai qu'après des semaines de Sénat bashing avant les élections sénatoriales, la crédibilité, voire même parfois la légitimité de la Haute Assemblée a été entamée. Quelle réforme vous voulez faire très rapidement ici au Sénat pour redorer l'image de la Haute Assemblée? Peut-être même pour le sauver? Oui, moi je pense que on célèbre le 100e anniversaire, vous savez, de la guerre 14-18 et après, Valéry avait eu cette phrase en disant, voilà, nous savons désormais que les civilisations sont mortelles. Eh bien, les institutions sont aussi mortelles. Simplement, ce que je veux dire aux Français, ceux qui nous écoutent peut-être à l'instant, c'est que dans un moment difficile que traverse la France, il y a une chose qui tient, c'est les institutions qu'a fondé le général de Gaulle, de la Ve République. Et ce que je veux dire, c'est que le bicamérisme, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que c'est une réponse, je trouve, à deux mots qui sont importants. On légifère trop sous l'émotion.
Clémenceau disait que le Sénat, c'est le recul, c'est le temps de la réflexion. On en a besoin pour avoir moins de lois et des lois mieux faites. Et ensuite, on a besoin du territoire. Ça va pas dans le sens de l'histoire, hein, quand on voit tous les gouvernements qui utilisent de plus en plus les procédures d'urgence. C'est terrible. Eh bien, c'est terrible. Supprimer le Sénat. Qu'est-ce qui se passera? Une seule lecture avec l'Assemblée nationale, sous l'émotion, sous la pression médiatique, une lecture politicienne, tandis qu'il y aura plus de lois, beaucoup plus mal faites. Et ensuite, le deuxième avantage du Sénat, c'est la France des territoires. Or, un des problèmes français, c'est la fracture territoriale. On voit bien qu'il y a deux France qui sont en train de diverger. La France connectée à la mondialisation et la France des invisibles, des oubliés. Eh bien, je pense que le Sénat peut rapprocher ces deux France-là. Voilà. C'est pour ça que je crois que le Sénat est important. Il est moderne. Alors ça, c'est sur l'intérêt du bicamérisme que nous partageons effectivement beaucoup ici, mais sur les réformes, sur la maison Sénat, écoutez, concrètement. Hein, voilà. Écoutez, première chose, j'ai plaidé pour la carte du rajeunissement, du renouvellement. Je pense que j'en suis un exemple. J'ai plaidé aussi pour la carte de la féminisation. Par exemple, un des deux postes qui était celle de l'UMP, je l'ai réservé pour une femme. Isabelle Debré a été brillamment élue et j'en félicite. Ensuite, j'ai introduit moins de sénateurs. Oui, alors les réformes, je pense qu'il faut que le Sénat se réforme, notamment un certain nombre. Il faut plus de transparence, plus d'équité. Il y a la réserve parlementaire. Par exemple, sur les comptes des groupes politiques, on sait qu'il y a eu des problèmes autour de certains comptes de l'UMP. Eh bien, je pense que la certification des comptes, c'est une exigence. Absolument. La réserve parlementaire. La réserve parlementaire. Non, je pense que les communes, les petites communes, au moment où l'État est en train de baisser ses dotations, en ont besoin. Simplement, il ne faut pas qu'il y ait une différence de traitement qui ne soit pas expliquée. Donc il faut la transparence et il faut en même temps l'équité. Et je m'appliquerai avant la fin de l'année à faire avec Gérard Larcher cette réforme-là. Donc ce sont des choses concrètes. Il faut aussi sortir le Sénat de Paris. Beaucoup plus souvent. Et donc, oui, eh bien, vous verrez, je l'annoncerai dans les semaines et les mois. Vous voulez faire sortir le Sénat de Paris? Des États généraux en province. Oui, moins de grands-messes. Par exemple, les assises de la ruralité. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, les États généraux de la démocratie territoriale. Oui, des grands-messes qui coûtent cher, qui finissent par quoi? Par rien du tout. Eh bien, je pense qu'on doit aller sur le terrain. Quand il y a eu le drame de Xintia, un exemple. On a créé avec Gérard Larcher une mission d'information. Il y avait aussi une mission de députés. Les sénateurs se sont rendus les premiers sur le terrain. Et je vous assure qu'on a fait un excellent travail. Eh bien, il faut que le Sénat soit en prise avec le quotidien en même temps, tout en ayant ce recul, cette hauteur de vue. C'est fondamental. Bruno Retailleau, qu'est-ce qui vous reste de votre aventure aux côtés de Philippe de Villiers? Ah, des beaux souvenirs. Bien sûr, j'ai été 25 ans metteur en scène. Tout à fait bénévole. Mais c'est une grande réussite française qu'il faut saluer. Voilà, c'est tout. Ça fait partie. Ça fait partie. Pensez à l'engagement politique aussi, quand même. Hein, oui, mais alors, il y a eu des divergences. Il n'y a pas que la mise en scène. Il y a eu des divergences bien avant 2009. Voilà. Et c'est ce qui m'a écarté progressivement de Philippe de Villiers. La mise en scène qui est maintenant vendue en Russie, avec des déclarations parfois un peu surprenantes de Philippe de Villiers sur Poutine. J'échangerai volontiers Hollande plus Sarkozy contre Poutine. Ça fait partie des choses qui vous ont séparés? Voilà, cette expression-là est en elle-même une partie de l'explication. Dernière question, peut-être autour de Jean-Noël Guérini, qui a été réélu confortablement ici au Sénat. Qu'est-ce que vous inspire ce spectacle de ce sénateur confortablement donc réélu et devant la justice 10 jours après? Il aura à rendre des comptes devant la justice. Moi, je pense que la présomption d'innocence vaut pour tout le monde. Les élus ne sont pas au-dessus des lois. Les élus ne sont pas en dessous des lois, c'est tout. Il y a une élection, elle est, j'imagine, démocratique, elle s'est déroulée et n'est pas contestée. Et donc, désormais, c'est le temps de la justice. Il faut que la justice aille à son terme. Je pense que je suis un partisan des institutions fortes. La justice est notre institution, c'est notre bien commun. Eh bien, il faut faire attention de ne pas juger avant les juges. C'est les juges. Et vous voulez monsieur propre, parce que vous voulez aller plus loin que les mesures de transparence qui ont été annoncées par le chef de l'État et adoptées d'ailleurs pour, leur rapport des parlementaires à leur dossier fiscal. Écoutez, Sandra Cerquera l'a mentionné d'un mot. Bien sûr, un mot. Nous avons déposé, j'ai déposé, et plusieurs sénateurs de l'UMP avec moi, une proposition de loi sur l'affaire Thévenoud. Parce qu'il y en a marre. Vous savez bien qu'à chaque fois qu'il y a un parlementaire qui se trouve pris sous les feux du projecteur pour avoir commis non pas des indélicatesses, mais des fautes extrêmement graves, ça rejaillit sur nos institutions, sur nous-mêmes. J'entendais des déclarations du président de la République. Présenter un certificat ?
Non. De bonnes déclarations aux impôts? Eh bien, moi j'ai versé cette proposition de loi. J'en ai marre des déclarations. Je souhaite qu'on avance. Donc, les choses sont très très simples. Il faudra indiquer sur l'honneur qu'il n'y a pas de souci. Ce sera transmis à l'haute autorité pour la transparence de la vie politique qui transmettra s'il y a un problème. Eh bien, je pense qu'on vote la loi de finances, on vote l'impôt. La moindre des choses, c'est d'être vis-à-vis de cette norme qui concerne tous les Français en parfaite régularité. Oui. Il ne s'agit pas d'une étourdrie. C'est vraiment quand il y a des écarts importants, comme non-déclaration. Bien sûr. Vous pensez à M. Balkany aussi? Je pense à tous ceux qui ne respectent pas dans des conditions exorbitantes les déclarations et en réalité le droit commun. Voilà. Très bien, merci M. Retailleau, merci d'avoir été avec nous. Merci Perrine. Bonsoir à tous et à très vite.